Bonjour tout le monde. Salut. Bienvenue, prenez place. Avant de commencer, j'ai deux petites annonces à faire. Deux minuscules annonces à faire. La première, c'est que pour la séance de rattrapage de samedi, il y a une personne de plus qui la fera en ligne. Donc vous avez la possibilité soit de venir ici sur le campus, dans les salles, il y a 4 salles en tout, soit vous avez la possibilité de suivre aussi ces séances en ligne. Et il y a une personne qui vient d'habitude sur le campus, Mathilde, qui ne pourra pas venir ce week-end et qui assurera donc la séance en ligne. Donc si vous désirez vous connecter, vous trouverez le lien sous Moodle. Deuxième petite annonce, c'est que dans la deuxième partie de cette leçon, je vais parler de balistique avec frottement. Et les notes qui apparaissent aujourd'hui sur le Moodle sont un tout petit peu différentes de celles qui étaient jusqu'à hier. J'ai très légèrement changé, il n'y avait pas de faute, hein, c'est pas ça, il n'y a pas de problème. Simplement, j'ai un tout petit peu changé la présentation de manière, en espérant la rendre un petit peu plus lisible. Voilà, je vais commencer aujourd'hui par illustrer ce qu'on a fait mardi. Donc on a fait la balistique sans frottement. Et puis, si vous vous rappelez bien, on était arrivé à montrer qu'on pouvait complètement découpler le mouvement dans la direction horizontale et le mouvement dans la direction verticale. Ce qu'on avait vu, c'était que le mouvement vertical était uniquement un mouvement uniformément accéléré et qu'il était indépendant de la masse. J'ai deux petites expériences pour vous montrer ça. La première, c'est celle qu'on appelle le tube de Newton. Vous voyez que j'ai ici un tube et dans ce tube, j'ai une plume, c'est en fait un bout de papier, et j'ai une pièce de monnaie. Et vous voyez que si je mets ce tube à la verticale, alors vous entendez que la pièce de monnaie tombe très vite, mais que la plume en orange est descendue beaucoup plus lentement. Et donc ça contredit ce que je vous ai dit, puisque la chute de ces objets semble dépendre de leur masse. Et que les deux arrivent au sol ou bien en bas du tube à des moments différents. Et ça, c'est simplement lié au fait qu'il y a une force de frottement dont on ne tient pas compte, qui est celle qui est liée à l'air et qui agit plus sur la petite plume orange que sur la pièce de monnaie. Et donc, pour supprimer cette force et garder uniquement la force de gravité, eh bien, ce que je vais faire, c'est le vide dans ce tube. C'est ce que je fais avec cette petite pompe qui va aspirer l'air. Alors, je ne sais pas exactement combien de temps il faut attendre, mais normalement, ça devrait être assez peu. Je referme, j'éteins, j'enlève le tuyau. Et donc maintenant, on a uniquement la force de gravité qui agit. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les deux objets tombent en même temps, à peu près. D'accord ? Et donc, on a bien une situation dans laquelle la force, ou bien le mouvement des deux objets, il a la même accélération. Cette accélération, c'est celle de la pesanteur, c'est G. Pour montrer aussi qu'on peut séparer le mouvement horizontal et le mouvement vertical, et que le mouvement vertical ne dépend que de l'accélération terrestre, j'ai ici deux billes qui sont placées aux extrémités d'une barre. Vous voyez que je peux les enlever comme ceci. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais détendre le petit ressort qui se trouve à l'intérieur et qui va enlever en fait les pointes. Et je vous propose de bien écouter parce que en regardant, on ne voit pas forcément. Et vous allez écouter le moment auquel les billes tombent et vous verrez que les deux billes, vous entendrez que les deux billes tombent à peu près en même temps. Alors je le fais.
vais le refaire. Le préparateur m'a dit fais bien attention parce que ça risque de taper sur la table. Bon. Écoutez bien. Pourtant, j'ai visé. Hein. On va le refaire une troisième fois. Attention. Aïe. Bon. Il y en a une qui m'est tombée sur le pied quand même. Hein. Voilà, donc on a ici la démonstration que le mouvement vertical, il est le même pour les deux billes, indépendamment de leur vitesse horizontale. Donc il y en avait une qui avait une trajectoire parabolique et l'autre une trajectoire verticale, mais le mouvement vertical, qui ne dépend que de l'accélération terrestre, était le même pour les deux. Alors on peut prolonger les expériences. Vous voyez qu'on a ici une petite expérience de jet balistique dans laquelle on a un ressort. Je peux mettre une bille ici, je peux lâcher la bille et on va tirer et on voit ce qui se passe. Et pour ceci, j'ai besoin d'une caméra. Je ne me rappelle plus laquelle c'est. Oui, c'est ce que vous voyez déjà. Alors vous voyez que ce que je peux faire, c'est soit changer la vitesse avec laquelle on va éjecter notre pièce en tendant plus ou moins le ressort qui se trouve ici, soit je pourrais changer l'angle. Et ici, vous voyez qu'on a un angle de 60 degrés. Alors ce que je vais faire, c'est deux petites expériences. Je vais faire un jet avec un angle de 60 degrés et un jet avec un angle de 45 degrés et on va voir ce qui se passe. Donc avec 60 degrés, vous voyez que on arrive à peu près là. Donc on a une certaine distance et en adaptant l'angle, comme on pouvait s'y attendre, eh bien, on va voir que la portée de tir, elle va changer. Alors, voilà. Vous voyez que si on tire à 45 degrés, on a un tir qui est un petit peu plus long. Et ce qu'on pourrait faire, c'est calculer, voir en fonction de l'angle avec lequel on tire, quelle serait la portée maximale de tir. Comment est-ce qu'on ferait ça? On reprendrait les formules qu'on a dérivées mardi dernier. Et puis ce qu'on ferait, c'est qu'on déterminerait quelle est, en fonction, pour un x0, un z0 donné, quelle est la portée de tir. On trouverait que ce qu'on appelle ici la portée de tir, donc z en fonction de x2, est une fonction de l'angle de tir, donc une fonction de l'angle alpha. Et pour trouver la portée maximale de tir, eh bien, je dériverai simplement cette fonction dz de x2 par rapport à alpha, et je trouverai la valeur de alpha telle que cette dérivée prend la valeur 0. Ça reviendrait à maximiser la fonction.
Voilà, c'est les petites expériences que je voulais faire ce matin. On en fera encore une juste après la pause, celle qui n'a pas marché l'autre jour. J'espère qu'elle marchera ce coup-là. Voilà. On va, pendant ces 2 heures, faire des problèmes qui vous permettront, qui permettent d'illustrer certains aspects de la résolution. Donc, soit le choix judicieux de système auquel on décide d'appliquer les lois de la dynamique, soit un système qui est sujet à une contrainte. C'est un système dans lequel on a des poulies qui sont sur un plan incliné. Et puis, dans la seconde heure, on entamera un problème qui est un petit peu plus compliqué que la balistique sans frottement. C'est celui dans lequel on tient explicitement compte des frottements, ce qui induit une force supplémentaire dont il faut tenir compte dans la résolution des équations. Voilà, pour commencer, eh bien, on va prendre un exemple où on a 2 masses que j'ai appelées grand M et petit m. Et ces masses, on suppose qu'elles sont sur un plan horizontal, qu'il y en a une, la masse petit m, qui est sujette à une force de frottement avec le sol, alors que l'autre ne l'est pas. La force grand M ne subit pas de frottement avec le sol. Et on applique une force grand F sur la masse grand M. Et la question qu'on pose, c'est calculer l'accélération des 2 masses. Donc ce qui va se passer, c'est que les 2 masses vont se déplacer vers la droite ensemble. Et on demande également, dans la deuxième partie du problème, quelle est la force qui est exercée par la grande masse sur la petite masse. Et donc, pour ceci, eh bien, on va procéder de manière séquentielle. On va considérer différents systèmes. Et puis, la considération de chacun de ces systèmes nous permettra de tirer soit l'accélération, dans un premier temps, soit la force qui agit entre l'une et l'autre des masses dans une deuxième phase. Et donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est regarder le système qui est formé par l'ensemble des 2 masses, donc grand M et petit m, et je vais regarder les forces qui agissent sur chacune des masses. Alors, si je veux être complet, eh bien, si je regarde les forces qui agissent sur grand M, j'aurai la force de pesanteur, que j'appelle mg. J'aurai une force de soutien que je vais appeler nm. J'ai aussi, agissant sur grand M, une force qui est exercée par petit m. Alors, je la dessine comme ceci, et je l'appelle F de petit m sur grand M. Et évidemment, la force que j'ai déjà représentée, c'est la force grand F. Ça, c'est les forces qui agissent sur la masse M majuscule. Si je regarde maintenant les forces qui agissent sur la petite masse M minuscule, on a la force de frottement qui a déjà été mentionnée. Il y aura la force de pesanteur, M fois G, une force de soutien que je vais appeler N petit m, et puis la force qui est exercée par grand M sur petit m. Et je l'appelle grand M sur petit m. Évidemment, toutes ces forces sont des vecteurs. Alors vous voyez que si je considère comme système l'ensemble des 2 masses, donc je mets les limites de mon système ici, et mon système est formé des 2 masses, eh bien vous voyez que les forces F de petit m sur grand M et F de grand M sur petit m, qui sont des forces d'action-réaction, ce sont des forces qui sont internes, et donc la troisième loi de Newton me permet de dire que ces 2 forces qui sont égales et opposées en direction. Donc la somme des 2 est égale à 0. Si je regarde maintenant
dans la direction verticale, j'aurai 4 forces à prendre en compte, qui sont les 2 forces de pesanteur et les 2 forces de réaction. Mais comme le mouvement de l'ensemble de mon système dans la direction verticale est nul, eh bien, j'en conclus que la somme des forces dans la direction verticale est nulle, et donc je peux simplement les oublier. Maintenant, il me reste donc à tenir compte de la force grand F, de la force de frottement, et ce sont les 2 seules forces qui sont externes à mon système. Donc finalement, comment est-ce que j'ai fait pour écrire la seconde loi de Newton? Je dis que la somme des forces, donc grand F plus la force de frottement, c'est égal à la masse de mon système. Mon système, c'est l'ensemble de grand M et de petit m, et donc la masse totale, c'est la somme des 2, puisque la masse est une grandeur qui est extensive, et ça me donne, je dois multiplier ceci par l'accélération du système. Si maintenant, donc là j'ai écrit l'équation sous forme vectorielle, c'est la composante en x qui m'intéresse, et vous voyez que la force grand F elle a une composante positive selon x, donc je vais l'écrire comme ça. Si je regarde la force de frottement, elle est dirigée dans la direction moins x, et donc lorsque je projette, ça va me donner un moins, et ça, évidemment, ça doit me donner m plus m fois a. Et donc, à partir de ça, je pourrais directement tirer la valeur de l'accélération. Donc ça donne A est égal à la différence entre les 2 forces divisé par la somme des masses. D'accord ? Et donc, avec ça, on a résolu la première partie de nos problèmes. On a trouvé l'accélération de notre système. Si maintenant je veux trouver une des 2 forces qui s'exercent sur la petite ou sur la grande masse, eh bien, je dois trouver une situation où ces forces deviennent des forces externes. Et donc, une manière de le faire, une manière qui est toute simple, c'est de se dire, eh bien, maintenant, je vais considérer un système qui est tel qu'une de ces 2 forces devient externe. Et donc, par exemple, je peux très bien choisir comme système uniquement la petite masse. OK ? Donc je prends comme système uniquement la petite masse. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la petite masse dans la direction horizontale, parce que dans la direction verticale, on a vu que tout s'annule. Eh bien, j'aurai simplement la force qui est exercée par grand M sur petit m, et puis la force de frottement. Pourquoi est-ce que cette force n'interviendra plus dans notre bilan ? Parce qu'elle n'agit pas sur notre système, elle n'agit pas sur petit m, elle agit sur grand M. Et donc je peux simplement la sortir du bilan, qui va me donner finalement que la force, donc si j'écris l'équation de la dynamique, la force qui est exercée par grand M sur petit m, plus la force de frottement, doit être égale à la masse de mon système, mais mon système il a changé par rapport à avant. Et quelle est la masse de mon système maintenant? C'est uniquement petit m. Et donc ça c'est m fois l'accélération. Et la chose qui est intéressante, c'est que l'accélération du système, on la connaît déjà puisqu'on l'a calculée avant. Et donc vous voyez que la grandeur qu'on a dérivée ici, je vais pouvoir simplement l'introduire là-dedans et remplacer. Donc je connais cette accélération, je connais la force de frottement, je connais petit m, et je vais donc directement pouvoir en tirer la grandeur que je cherchais à déterminer, qui est la force qui est exercée par la grande masse sur la petite masse. Donc si j'écris ceci en composante, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va donner que la force de grand M sur petit m moins la force de frottement est égale à m fois l'accélération.
on remplace l'accélération, c'est m fois f moins ff sur m plus m. Et donc, vous voyez qu'on a une équation dans laquelle il y a uniquement la force, on a une seule inconnue, et donc j'en tire que f de grand M sur petit m, c'est égal à la force de frottement plus m fois f moins ff sur m plus m. Et vous voyez que j'ai résolu mon problème, puisque c'est ce qu'on me demandait de trouver. Je vais encore juste vérifier que les unités sont correctes. À gauche, on a bien une force. À droite, le premier terme, c'est une force, donc les unités sont correctes. Et vous voyez que je vais avoir dans le deuxième terme une masse qui divise une masse, donc ça ne donne pas d'unité. Le tout multipliant une force. Donc finalement, j'aurai bien comme unité une force. Et puis donc j'ai la première étape de la vérification de ma solution, qui est que les unités sont bien correctes. Vous voyez que j'aurais pu, de manière tout à fait équivalente, choisir de considérer non pas le système qui est formé par petit m, mais le système qui est formé par grand M. Et à ce moment-là, quel aurait été le bilan des forces? Vous voyez que les forces qui s'exercent sur grand M sont la force exercée par petit m sur grand M, qui est la chose que nous cherchons aussi, puisque par action-réaction, cette force-ci, c'est la même que celle que je viens de dessiner, au signe près. Et donc, si je regarde comme système uniquement la grande masse, eh bien, on va trouver que F de petit m sur grand M plus la force qui s'exerce sur la grande masse, c'est celle-ci, plus le grand F, est égal à quoi? La masse de mon système, c'est m majuscule fois l'accélération. Et toujours, si je projette selon x, donc ça c'est selon x, ça va me donner f moins f petit m sur grand M est égal à m fois l'accélération. Alors je vous laisse remplacer l'accélération qu'on avait trouvée pour vérifier qu'on trouve effectivement que f de petit m sur grand M est l'opposé de f de grand M sur petit m. Voilà. Donc, on a résolu le problème, oui. Pour cette masse, la force de frottement, elle ne s'applique pas dessus? Vous avez tout à fait raison. Donc la question c'était, mais pour cette masse, la force de frottement ne s'applique pas dessus, point d'interrogation. Et effectivement, vous avez raison. Pourquoi? Parce que la force de frottement, la donnée nous dit qu'elle s'exerce sur la masse petit m. Et donc, elle ne s'exerce pas sur la masse grand M. C'est pour ça que dans ce problème, je n'en tiens pas compte. Parce qu'elle n'agit pas directement sur le système. Alors, vous voyez ici que vous avez la résolution du problème. On peut compliquer l'exercice, oui. Dans le problème qu'on vient de résoudre, l'accélération, elle est la même pour les trois systèmes? Oui, absolument, parce que si je prends les deux masses, vous voyez que imaginez que j'ai mes deux masses, alors je ne sais pas si on arrive à filmer, mais imaginez que les deux masses sont comme ça. Ce qu'on a, c'est une situation, en imaginant qu'il n'y ait pas de frottement entre cet objet et le sol, et la table, on a exactement ça. Et donc l'accélération, elle est la même pour les deux masses, dans la mesure où elles restent collées l'une à l'autre, évidemment. D'accord ? Voilà, donc on a ici un système qui est un petit peu différent. Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'on a un skieur qui avance avec une vitesse constante et qui tire deux traîneaux qui ont des masses différentes, qui sont reliés par des cordes et qui sont sujets à des forces de frottement. Donc on nous donne le coefficient de frottement dynamique qu'on appelle mu, et
on nous dit aussi que la corde fait un angle alpha avec l'horizontale. Et on nous demande d'analyser les différentes forces qui sont en jeu avec l'hypothèse supplémentaire qu'on néglige les forces de frottement qui sont liées au vent et que le poids des cordes est nul. Et donc si on dessine toutes les forces qui s'exercent sur nos systèmes, donc les forces internes et les forces externes, vous allez voir qu'il y en a une quantité qui est importante. Pourquoi ? Parce que je les ai dessinées, alors je les ai toutes dessinées ici, on va essayer de les passer en revue. J'ai dessiné d'abord les forces qui s'exercent sur le troisième traîneau, celui qui est tout à droite. Je les ai dessinées en bleu ciel. Et donc, vous voyez qu'il y a la force de pesanteur, la force de soutien, dont on peut imaginer qu'elle va être l'opposé de la force de pesanteur. Il y a une force qui est exercée par la corde sur le traîneau, que j'ai appelée tension 2-3. Et puis, il y a la force de frottement dynamique qui est exercée par le sol sur le chariot. Si je regarde maintenant les forces qui s'exercent sur la corde, vous voyez que j'ai une force qui est exercée par... Donc c'est des forces que j'ai dessinées en mauve ici, ou en violet, je ne sais pas. On a une force qui s'oppose à la force exercée par la corde sur le traîneau. Donc c'est là une force qui est exercée par le traîneau sur la corde, et je l'ai appelée moins T2-3. Pourquoi je l'ai appelée moins T2-3 ? Parce que la loi d'action-réaction me permet directement de dire que la force exercée par le traîneau sur la corde est l'opposé de la force exercée par la corde sur le traîneau. Et donc je peux tout de suite en déduire que ces deux forces sont opposées. Je vais me simplifier la vie comme ceci. Et donc vous voyez que c'est la même chose pour la corde, la force qui est exercée par le premier traîneau sur la corde, et ainsi de suite. Si je regarde maintenant le traîneau du milieu, le premier traîneau qui est en vert, eh bien on a à peu près les mêmes forces qui s'exercent dessus. Je les ai dessinées en vert. Ici, on a la force qui est exercée par la deuxième corde sur le traîneau. On a la force de pesanteur, la force de soutien et la force qui est exercée par la corde sur le premier traîneau. La situation est un tout petit peu différente de ce qu'on avait avant. Pourquoi ? Parce que vous voyez que cette force que j'ai appelée T1,2 et que j'ai dessinée en vert, elle est plus horizontale, elle a une composante qui est verticale, et ça va rentrer dans notre bilan des forces verticales. Ça fera que si je considère uniquement les forces verticales qui agissent sur le deuxième traîneau, vous voyez qu'il y a N2, il y a la force de pesanteur M2G, et ces deux-là ne vont pas exactement se contrebalancer. Pourquoi ? Parce que la corde, elle tire aussi un petit peu dans la direction verticale, et donc on aura que la composante verticale de T12 plus N2 sera opposée à M2 fois G. C'est difficile de ne pas se mêler les pinceaux. Si maintenant je regarde, alors on peut regarder les forces qui s'exercent sur la première corde. On en a deux, c'est celle qui est exercée par le skieur sur la première corde, que j'ai appelée moins T2,1, et la force qui est exercée par le premier traîneau sur la corde, que j'ai appelé moins T1,2 et que j'ai dessiné en jaune. Là aussi, la loi d'action-réaction, elle me permet de simplifier ces forces. Si je regarde maintenant les forces qui s'exercent sur le skieur, vous voyez que j'ai la force qui est exercée par la corde, T2,1, la force de pesanteur, la force de soutien, et la force qui est exercée par le sol sur le skieur. Et je vous rappelle que, bien que ce soit un petit peu contre-intuitif, la force qui est exercée par le sol vers le skieur, elle est dirigée vers l'avant. Pourquoi ? Parce que pour avancer, le skieur exerce une force qui est dans l'autre sens.
S'il veut avancer, il va devoir exercer sur la neige une force qui va dans ce sens-là, et donc la force qui s'exerce sur le skieur, la force qui est externe au skieur, c'est celle qui est exercée par la neige sur lui, elle est donc dans l'autre sens. Et vous voyez que maintenant, en faisant l'hypothèse que la vitesse de tous ces systèmes est constante, je vais pouvoir très facilement, enfin disons de manière séquentielle, pouvoir déterminer toutes ces forces. Je peux toutes les calculer, il suffit simplement de choisir de manière séquentielle les bons systèmes et d'appliquer les lois de la dynamique. Oui. Le skieur, il ne subit pas de frottement. Le skieur Il ne subit pas de frottement. Alors la force, la question c'était le skieur ne subit pas de frottement. La force Ft que j'ai dessinée en rouge, là, ça c'est une force de frottement. La force, c'est la force de frottement qu'il y a entre la neige et le skieur. C'est une force de frottement statique. Pourquoi ? Parce que lorsque le skieur avance, il pose le ski sur la neige, le ski s'arrête, et c'est ce ski, si vous voulez, c'est ce ski qui va assurer que le skieur peut avancer. S'il n'y avait pas de force de frottement, eh bien, le ski repartirait en arrière et puis le skieur ne pourrait pas avancer. Donc la force de frottement exercée par la neige sur le skieur, c'est celle qui est représentée, que j'ai appelée Ft. Donc, ce que je vous ai dit avant, c'est que, ah oui, revenons en arrière. Évidemment, il faut toujours savoir ce qu'on a à disposition et ce qu'on cherche. Oui, mademoiselle ? Le coefficient mu, il est caractéristique de la banquise ou des traîneaux ? Le coefficient mu, qui est donc le coefficient de frottement dynamique entre la banquise et le traîneau, c'est quelque chose qui dépend des deux choses. Il dépend évidemment de la banquise, mais il dépend aussi du traîneau. Si vous vouliez faire glisser une peau de phoque sur la banquise, ce serait plus facile que si vous faites glisser une caisse en bois sur la banquise. Et donc un coefficient de frottement, que ce soit cinétique ou dynamique, il dépend des deux matériaux qui rentrent en jeu. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne dans le problème ? Si vous regardez de nouveau la donnée, eh bien, on nous donne les trois masses. On nous donne le coefficient de frottement dynamique entre la banquise et les chariots. On nous donne l'angle de traction. Donc, cet angle de traction, c'est celui qui se trouve ici. Et on nous dit aussi que la vitesse, elle est constante. Donc, si on sait que la vitesse, elle est constante, ça veut dire que si on considère tout notre système ou si on considère n'importe quel sous-système, la vitesse étant constante, eh bien, la somme des forces qui agissent sur notre système total ou sur chacun des sous-systèmes sera égale à 0, aussi bien dans la direction horizontale que dans la direction verticale, puisque dans la direction verticale, il n'y a personne qui décolle. Donc, la loi d'action-réaction, elle nous permet directement de tirer que les tractions qui agissent dans les cordes sont opposées les unes aux autres. Pourquoi ? Parce que si je considère la première corde comme système, eh bien, je peux dire que la somme des tractions, des forces extérieures qui agissent dessus, donc ce serait T2,1, cette force et cette force, ça doit être égal à la masse de la corde fois l'accélération du système. Et non seulement on a que l'accélération du système elle est égale à 0, mais en plus de ça, on a que la masse de la corde est égale à 0. Et donc, ces deux forces sont opposées l'une à l'autre. Et je vous rappelle que les paires action-réaction, c'est vraiment cette force et cette force. C'est cette force et cette force, mais c'est pas la T2,1 et T1,2. D'accord ?
Voilà. Et on fait la même chose pour la seconde corde, ce qui nous permet aussi de dériver, de trouver une relation sur les forces qui agissent sur les deux chariots. Ça, c'est un premier exemple. On a choisi comme système la corde. Et je vous rappelle que ça, c'est valable uniquement si les masses des cordes sont égales à 0. Si vous aviez des masses de cordes qui étaient différentes de 0, on ne pourrait plus appliquer ceci. Donc alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir comme système le dernier chariot et on va regarder les forces qui agissent dessus. Donc si je regarde dans la direction Y, qu'est-ce que j'ai comme force externe? C'est les deux forces qui sont dessinées en bleu, M3 et M3G. Vous voyez que les deux autres forces en bleu n'ont pas de composante verticale. Et donc je peux, en projetant le long de Y, si Y, vous voyez que Y, c'est l'axe qui est vertical et qui est dans la direction qui va vers le ciel. Donc, en projetant, j'aurai que M3 moins M3 fois G est égal à 0, et donc j'obtiens tout de suite que la force de soutien M3, elle est simplement opposée à M3 fois G. Si maintenant je projette l'équation de Newton dans la direction horizontale, bien vous voyez que on a deux forces qui ont des composantes horizontales. C'est la force de frottement qui agit sur le chariot, qui est mu fois N3. Et vous voyez que la direction X positif, elle va dans le sens du skieur. Et donc, lorsque j'écris en projection, j'aurai moins mu fois N3, plus la force qui est exercée par la corde sur le troisième chariot, qu'on appelle T2,3, c'est cette force-ci. Eh bien, tout ça, ça doit être égal à 0 parce que l'accélération de notre système est égale à 0. Et donc vous voyez qu'ici, j'ai déjà pu déterminer deux forces, la force N3 et la force T2,3, plus évidemment encore la force T3,2 puisqu'elle est opposée à T2,3. Et donc, dans toutes les inconnues qu'on a, on en a déjà déterminé 3. Oui ? L'accélération est égale à 0. Pourquoi l'accélération est égale à 0? Parce que c'est une donnée du problème. Et merci de me le rappeler parce que je l'avais oublié, mais si je ne me trompe pas, dans la donnée du problème, on suppose que la vitesse est constante. D'accord? Donc ça veut dire que nous n'avons pas bien lu la donnée. Surtout moi. Voilà, donc on a déjà, parmi nos inconnus, on en a déjà déterminé 3. On va maintenant considérer le système qui est formé par le second chariot et on va appliquer exactement la même méthode pour pouvoir trouver d'autres inconnus. Donc vous voyez que si je prends comme système celui qui est formé uniquement par le second chariot et que je regarde ce qui se passe dans la direction verticale, j'aurai les mêmes forces qu'avant, donc la force de pesanteur et la force de soutien du sol, mais je vais devoir aussi ajouter une force, une composante de force. C'est la composante de force qui est exercée par la corde sur le chariot, qui n'est pas à l'horizontale, qui a donc une composante verticale et que je dois explicitement prendre en compte. La composante selon Y, c'est la norme de T1,2 de la traction de la corde fois le sinus de l'angle que la corde fait à l'horizontale. Et donc, le long de Y, eh bien, cette force, elle intervient directement. Ça nous donne une première équation. Si on regarde ce qui se passe le long de X maintenant, donc dans la direction horizontale, eh bien, j'aurai trois forces qui vont rentrer en compte. Il y aura la composante horizontale de la force exercée par la corde, qui sera T12 fois cosinus alpha, donc c'est cette composante ici. Il y aura la force de frottement dynamique qui s'exerce sur le second chariot, qui serait égale à mu fois
qui sera égal à mu fois la force de soutien N2, et il y a la force de traction exercée par la corde qui est à l'arrière du chariot. Mais cette force de traction, on la connaît déjà, et donc voyez que ceci c'est connu, et ce qui nous reste comme inconnu dans notre système de deux équations, c'est T12 et puis N2. Deux équations, deux inconnues, linéaires, on peut résoudre facilement. Je ne vais pas le faire ici, je vous donne directement la réponse. On en déduit directement la valeur de cette force et la valeur de la force de soutien. Et donc là aussi, si je fais le bilan de ce que je connais et de ce que je ne connais pas, eh bien, vous voyez qu'il ne me reste plus que deux inconnus dans toutes les forces que j'ai exprimées, qui sont la force de traction, la force de frottement exercée par la neige sur le skieur, et la force de soutien que la neige exerce aussi sur le skieur. Et donc, pour trouver ces forces, eh bien, je vais tout naturellement considérer comme dernier système celui qui est formé par le skieur, et je vais là aussi appliquer les équations de la dynamique, faire le bilan des forces qui sont externes à mon système, les projeter selon x et y. Et vous voyez que lorsque je projette selon y, je vais avoir N1 qui sera parallèle à y. Le poids du skieur sera le long de moins y, donc j'aurai un moins m1 fois g. Et vous voyez que cette force, la force qui est exercée par la corde sur le skieur, elle a aussi une composante qui est négative en y et qui va aussi comme t fois sinus de alpha. D'accord ? Parce qu'on voudrait multiplier t par le cosinus de l'angle que je viens de dessiner, qui est donc le sinus de alpha. Et donc j'ai T12 fois sinus alpha moins la force de soutien N1 plus M1G est égal à 0. Et là, évidemment, j'ai inversé tous les signes, ce qui est tout à fait autorisé. Donc ça me permet de tirer N1. Et maintenant, je fais la même chose, je viens tout de suite à vous après, je fais la même chose le long de X. Et donc, le long de X, j'ai uniquement la force de traction exercée par la neige qui s'exerce et la composante horizontale de la force de traction exercée par la corde sur le skieur. Je fais le bilan des deux et j'en tire directement la force de traction exercée par la neige. Et donc, si on fait le bilan de l'exercice, on a maintenant déterminé toutes les forces. Donc ce problème qui était un petit peu compliqué à la base, vous voyez simplement qu'en considérant des sous-systèmes choisis de manière judicieuse, on est arrivé de manière séquentielle à déterminer toutes les forces qui agissent sur le système. Mademoiselle, oui. Oui, l'angle alpha pris pour là, c'est ce qui est écrit ou l'angle que vous avez entouré? Alors l'angle que j'ai entouré, je pourrais l'appeler bêta. Et puis, si je voulais projeter la force T21 sur l'axe vertical, je devrais faire T21 fois cosinus de bêta. Mais ça, c'est exactement la même chose que de faire T21 fois sinus de alpha. Ça, c'est encore le cercle trigonométrique qui vous permet de trouver ça. Oui. Pourquoi on a mis sur Newton selon ton raisonnement? Alors il faut que vous criez parce que j'entends rien du tout. Pourquoi vous avez mis moins M1 au lieu de plus M1? Oui, parce que en fait, si je projette vraiment, c'est une bonne question. Si je projette vraiment le long de l'axe Y, je vais trouver moins T12 fois sinus alpha plus N1 moins M1 fois G est égal à 0. Je multiplie par moins 1 des deux côtés, donc je change de signe, et ça donne donc directement T12 fois sinus alpha moins N1 moins plus M1G est égal à 0. Je n'ai rien fait d'autre. Voilà, on s'arrête ici pour une petite quinzaine de minutes et on reprend avec un problème de poulie.
commencer. Voilà, je vais essayer de faire la petite expérience qui avait échoué la semaine dernière. Merci de regagner vos places. Et donc, je vais essayer de suivre maintenant les consignes du préparateur et je vais essayer de remplir ce système d'un mélange d'hydrogène et d'air. Ah merde. Et puis on va essayer de faire exploser cet engin. Alors. Attention. Bon, la semaine prochaine, on demandera au préparateur de le faire devant vous, parce que moi, je sais pas, je comprends pas. Bon. Ok, donc on va revenir à des choses qui sont plus logiques. Et on va résoudre un autre problème, un problème de poulie qui n'est pas très très compliqué, mais qui permet alors d'une part, lui aussi de considérer des systèmes, mais qui permet également de mettre en œuvre une contrainte qui est en l'occurrence que la longueur des cordes est constante, que les cordes sont inextensibles. Et donc je considère le système où on a deux masses qui sont sur un plan incliné et qui sont reliées par des poulies. Et on néglige les forces de frottement, on demande l'accélération de la première masse et la tension du fil au bout duquel elle est suspendue. Donc la tension du fil, ce sera cette tension, et l'accélération, qu'on va appeler A1, ce sera l'accélération dans cette direction ou éventuellement dans l'autre direction. Et alors, je reviendrai là-dessus. Il y a une chose qu'il faut bien considérer, qu'il faut voir, si je regarde, c'est que le mouvement de la masse M2 et le mouvement de la masse M1 ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que si on a une masse qui avance d'une certaine distance ici, ça veut dire que la poulie va avancer de la même distance et que, comme la longueur de cette corde est constante, eh bien, la masse M2, elle doit avancer de 2 fois la distance. Si j'appelle ça dx1 ici, la poulie, elle avance d'une distance dx1. On peut voir très simplement que la masse doit se déplacer d'une grandeur dx2 telle que dx2 est égal à 2 fois dx1. Et ça, c'est vraiment parce que la corde est inextensible et a une longueur constante. Alors vous voyez que sur ce dessin, ce n'est pas forcément évident de le réaliser. On peut essayer de regarder ce qui se passe dans deux situations. Ce que je fais, c'est que je prends tout le système, là je le mets à l'horizontale, si c'est juste pour faire des dessins, j'ai absolument le droit de le faire, et je vais représenter le système dans deux positions. Donc vous voyez que ça c'est la poulie, donc cet objet-là, ça représente la position de la poulie, et vous voyez que ce que je fais entre le dessin bleu et le dessin rouge, c'est que je déplace simplement la poulie d'une distance que j'ai appelée dx1. Et donc, dans la première situation, la longueur de la corde, c'est évidemment la longueur qui est entre le mur et la poulie, plus la longueur qui est
entre la poulie et la masse M2. La masse M2, elle serait quelque part par là. Et évidemment, il y aurait aussi la longueur de corde qui est autour de la poulie, mais celle-là, c'est toujours la même. Si maintenant je regarde ce qui se passe lorsqu'on a déplacé la poulie d'une distance que j'appelle dx1, eh bien, si je fais le bilan des longueurs, je vais avoir que la longueur de la corde, ce sera la longueur L1 qu'on avait avant, plus ce dx1, plus encore dx1, et plus cette longueur. Et cette longueur, c'est quoi? C'est la différence entre la longueur qu'on avait précédemment entre la poulie et notre masse M2 et le déplacement de la poulie M2, de la masse M2, pardon. Donc la masse M2, elle est à cet endroit. Et donc j'exprime simplement le fait que la longueur de la corde, elle est constante. La longueur de la corde au début, c'est la somme des deux segments bleus L1 et L2. Et après, c'est L1 plus dx1 plus dx1 plus ce qui reste, qui est L2 moins dx2. Et donc, vous voyez qu'en mettant tout ça, en égalisant, le L1 et le L2 s'éliminent, et il me reste simplement que dx2 est égal à 2 dx1. Donc, si je déplace la poulie de 5 cm, la masse M2, elle va se déplacer de 10 cm. Et vous voyez que ça, c'est valable pour les déplacements, mais maintenant, ce déplacement, il se fait dans un certain temps. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce déplacement se fait dans un intervalle de temps dt, je vais pouvoir dire que le déplacement de x2 sur l'intervalle de temps qu'on a eu, c'est égal à 2 dx1 divisé par le dt. dx2 sur dt, c'est la vitesse de la deuxième poulie. Et ça, c'est égal à 2 fois la vitesse de la première poulie. Je peux encore une fois diviser par le temps et dire que V2 sur l'intervalle de temps, alors j'aurais dû l'appeler delta avec un delta majuscule, mais bon, peu importe, on va l'appeler comme ça. C'est égal à 2V1 sur dt, et ici, ça ne veut rien dire d'autre que l'accélération de la deuxième poulie, et c'est l'accélération en norme, hein, parce qu'il faut faire attention, les accélérations n'ont pas les mêmes directions. Eh bien, la norme de l'accélération de la seconde poulie est égale à 2 fois la norme de l'accélération de la première poulie. Vous voyez qu'on a donc une relation qu'on va pouvoir tout de suite mettre en œuvre. C'est ce que je fais ici. Et donc, je fais ici que répéter avec un dessin un petit peu différent ce que je viens de vous dire, mais on en tire directement une relation entre les deux vitesses et les deux accélérations. Ce qui nous intéresse, c'est les accélérations. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord considérer comme système uniquement celui qui est formé par la première masse, et ce qu'on va en déduire, enfin, on va d'abord regarder quelles sont les forces qui s'exercent sur la première masse, et on va mettre en œuvre aussi ce que je vous ai dit dans l'heure précédente, c'est que, à savoir que les cordes n'ayant pas de masse, eh bien, elles ne font que transmettre la tension, ce qui fait que la tension qui est exercée par la corde, par exemple, sur la masse M1, eh bien, on va la retrouver sur la poulie. J'aurais pu être encore plus précis, plus détaillé. J'aurais pu dire que la tension qui dans la corde qui s'exerce sur la masse M1, on la retrouve sur la poulie 1,
la poulie 1 n'ayant pas de masse, on a aussi une simple transmission de la tension. Cette tension, on va la retrouver là, et donc on la retrouve aussi sur la seconde poulie. D'accord? Si maintenant on regarde ce qui se passe sur la seconde poulie, je vais avoir trois forces qui s'exercent dessus. Je vais avoir la tension T dont on vient de parler, et puis je vais avoir la tension qui est dans la deuxième corde. Et le même argument s'applique. La tension, la deuxième corde ne fait que transmettre la tension. J'aurai donc ici une certaine tension, ici une certaine tension. Ces tensions doivent être les mêmes parce que la corde transmet la tension. Et si je considère comme système la poulie numéro 2 toute seule, la poulie numéro 2, elle n'a pas de masse. Et donc j'en conclus directement que la tension dans la deuxième corde doit être égale à la moitié de la tension dans la première corde. Pourquoi? Parce qu'en faisant le bilan, je sais que les deux tensions dans la deuxième corde doivent être égales et la somme des deux doit être égale à T. Donc j'ai donc T sur 2 plus T sur 2 est égal à T. On a bien une seconde loi de Newton qui est satisfaite. Voilà. C'est ce que j'ai dessiné. Et maintenant, on va utiliser le fait que la contrainte qu'on vient de déterminer, le fait que l'accélération des deux masses, elle est reliée, et donc que l'accélération de la masse 1 sera la moitié de l'accélération de la masse 2, comme on vient de le voir. Et donc maintenant, on peut commencer à faire le bilan. On va prendre comme système notre première masse qui subit donc deux forces, la force de pesanteur dessinée en rouge et la force de traction exercée par la corde. Ces forces, je vous le rappelle, ce n'est pas une action-réaction, elles peuvent être différentes. Et donc, lorsque je fais le bilan de ces deux forces dans la direction verticale, je vais trouver que la somme de ces deux forces doit me donner M1 fois l'accélération de la masse M1. Et là, je vais oublier de mentionner que si on fait le bilan des forces sur la seconde masse, on a une force exercée par la corde qui est égale à T sur 2 et qui sera dans la direction opposée. Je ne sais pas si oui, voilà, je l'ai dessiné là. On aura une force de pesanteur et une force de soutien exercée par le plan incliné. Alors, je reviens maintenant à mon système M1. Et donc, ce que je peux dire, c'est que la somme des forces qui sont externes à mon système, M1, c'est donc M1 fois G moins la tension dans la corde. Eh bien, ça, c'est M1 fois l'accélération de la première masse. Et puis, je peux dire que maintenant, pour le système M2, donc le système qui est formé uniquement par la seconde masse, si je projette dans la direction qui est parallèle au plan incliné, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir comme composante de force T sur 2, notre tension dans la première corde, et j'aurai un M2G fois le sinus alpha, qui sera dans la direction opposée. Et donc si je fais le bilan des forces sur la deuxième masse, eh bien j'aurai M2 fois A2 est égal à T sur 2 moins M2 fois G fois sinus alpha. Et si on regarde bien, qu'est-ce que nous avons comme inconnu? Nous avons, alors il y a A1, il y a A2 et il y a T, mais on a trois équations. On sait que la première, elle nous dit que A1 c'est égal à A2 sur 2, et puis on a les deux équations que je veux mettre, donc trois équations, trois inconnues. On doit pouvoir résoudre ça par substitution, et là aussi je ne le fais pas, mais je vous donne la réponse.
on trouve que l'accélération, c'est cette formule un petit peu compliquée. Et évidemment, on peut aussi trouver la tension qui est égale à m1 fois g moins l'accélération de la première masse qu'on vient de déterminer. On trouve ceci simplement en rappliquant, en injectant l'accélération dans cette formule. Voilà, donc tout ça pour illustrer le fait qu'on a un système, je vais vous répondre tout de suite, ouais, qu'on a un système qui est soumis à des contraintes et qu'en considérant différents sous-systèmes de manière séquentielle, eh bien, on arrive à finalement résoudre notre problème. Oui. Juste, comment est-ce qu'on a orienté notre repère comment est-ce qu'on a orienté le repère pour projeter le repère? Alors, vous voyez que ici, donc la question c'est comment est-ce qu'on a orienté les repères. Vous voyez que ici, je l'ai orienté de cette manière. Et puis, quand je fais des calculs parallèlement au plan, je les fais dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un mouvement en fait qui ne dépend que d'une dimension. Donc finalement, j'ai parfaitement le droit de projeter ici le long d'un axe qui est parallèle au plan incliné pour ce système et de projeter le long d'axes qui sont verticaux et horizontaux pour la masse M1. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Alors, j'en ai terminé avec ces petits exemples. Et on va entamer maintenant un chapitre qui est un tout petit peu plus compliqué. Alors, non, ça s'ouvre tout de suite, c'est bien. On va regarder un exemple qui est un petit peu différent de la balistique que nous avons vue ce mardi. On va prendre maintenant un cas où on considère qu'il y a des forces de frottement. Je vous rappelle que donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on est dans un système, dans un fluide. Le fluide, il exerce une force de frottement sur l'objet qu'on considère. Et cette force de frottement, le modèle qu'on en fait, c'est qu'elle est proportionnelle à la vitesse et opposée à la vitesse. Et elle dépend d'un certain facteur qui dépend de la viscosité du fluide, qui dépend de la forme de notre objet, mais qu'on traduit par une grandeur qu'on appelle, un coefficient qu'on appelle simplement B. Alors, je vous rappelle donc ici le modèle qu'on avait fait. On va considérer un écoulement laminaire, une vitesse qui est relativement faible, et donc une force qui est simplement opposée à la vitesse, avec un facteur de proportionnalité qui a la dimension de kilo par seconde, qu'on appelle B. Alors, vous voyez que si j'essaye de représenter notre trajectoire et si j'essaye de représenter les forces, vous voyez que à chaque trajectoire, je vais représenter avec cette ligne noire, et vous voyez qu'on va devoir explicitement tenir compte qu'on aura comme force agissant sur notre objet non seulement la force de pesanteur mg, mais à chaque endroit, on aura une force qui sera tangente à la trajectoire et qui sera opposée à la direction de la vitesse. Donc la direction de cette force, elle va également changer avec le temps. Et l'effet de cette force, ça va être de modifier notre trajectoire. Et pour ça, je vais l'illustrer avec deux objets, une balle de tennis et une balle qui est en Sagex. Et on va voir l'effet que la force de frottement va avoir sur la trajectoire. Donc les forces de frottement, on peut plus ou moins les négliger pour la balle de tennis, si elle est usée. Par contre, elle est beaucoup moins négligeable pour la balle en Sagex, qui est plus légère. Et vous voyez que si je lance ces deux masses, vous voyez qu'elles ont des trajectoires qui sont très différentes. On a vu que la trajectoire horizontale de la balle de Sagex, alors je la relance, vous voyez que
à un moment donné, on a l'impression que la balle se met à tomber quasiment verticalement. Et c'est ce qu'on va essayer de décrire dans les 25 minutes qui nous restent. Donc, alors, et ça va être, on va donc être amené à résoudre des équations différentielles qui sont un petit peu plus compliquées que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Mais donc, si je fais le bilan des forces qui s'exercent sur l'objet, donc la balle en sagex, lorsqu'elle est en l'air, eh bien, il y a deux forces qui s'exercent. Il y a la force de pesanteur mg et la force de frottement qui est opposée à la vitesse, moins b fois v. Et donc, lorsque j'écris la seconde loi de Newton, je vais avoir que la masse de ma balle fois son accélération, dv sur dt, c'est égal à la somme des forces extérieures. Ce sera donc mg moins b fois la vitesse. D'accord ? Ce que je peux faire, c'est projeter ceci sur les axes. Alors les axes, je les ai choisis. J'ai choisi les axes x et y dans le plan horizontal et l'axe z, il est vertical. Et non. Voyez que si j'écris maintenant l'équation de Newton en composantes, le long de x, ça me donne simplement que m fois la dérivée seconde de x, donc ce x point point, c'est l'équivalent de d carré x sur dt, c'est l'équivalent de m fois la dérivée de la vitesse, et tout ça, ça doit être égal à moins b fois la composante en x de la vitesse. Donc vous voyez que j'écris des équations de plusieurs manières différentes, mais c'est totalement équivalent, c'est exactement la même chose. L'équation le long de y, elle s'écrit exactement de la même manière que le long de x. Les directions x et y, elles sont tout à fait équivalentes. C'est pour ça que je vais choisir, comme on l'a fait précédemment, la direction y perpendiculaire à la direction de mon mouvement. Donc j'aurai un mouvement qui sera plan. Et puis, dans la direction z, eh bien, on doit explicitement tenir compte de ce mg. Et vous voyez qu'on aura donc comme équation différentielle que m fois la dérivée seconde de z par rapport au temps est égal au facteur qu'on avait avant, moins b fois z point, notre force de frottement. Mais on va devoir aussi ajouter la force de pesanteur, moins mg, qu'on avait déjà. Et donc, vous voyez que je peux écrire soit en termes de x, y, z, soit en termes de vitesse. Je vous rappelle que c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que si je regarde maintenant le mouvement le long de x, j'ai une ou l'autre des équations à résoudre. Si je passe ce m de l'autre côté, là, vous voyez que je peux écrire que la dérivée seconde de x est égale à moins b sur m. Je vous rappelle, b, c'est le coefficient qui nous permet d'estimer la force de frottement dynamique. Ou bien alors, je peux aussi passer ce m de l'autre côté. Là, c'est exactement la même chose. J'écris la dérivée de Vx est égale à moins b sur m fois Vx. Donc là, on a la dérivée temporelle de notre vitesse le long de x qui est proportionnelle à la vitesse le long de x. Et vous voyez que pour me simplifier la vie, ce coefficient b sur m, je l'appelle simplement 1 sur tau. Donc j'ai posé ici que tau, c'est une lettre grecque aussi, qu'on utilise souvent pour symboliser le temps. Tau est égal à m sur b. Et donc l'équation qu'on va avoir à résoudre selon z, c'est presque la même que le long de x, mais vous voyez qu'il y a un terme qui est nouveau, c'est ce terme ici, et qu'on va devoir explicitement prendre en compte, c'est celui qui va nous embêter un petit peu. Donc, vous voyez que j'ai donc défini que cette grandeur tau, elle est égale à m sur b. Cette grandeur tau, elle a une dimension d'un temps.
Comment est-ce que je peux voir qu'elle a une dimension de temps assez simplement? Vous voyez que lorsque je prends l'équation, prenons par exemple l'équation différentielle pour x, vous voyez que j'ai x point point. Ça, la dimension de x point point, c'est une accélération, c'est des mètres par seconde au carré. À droite, j'ai le coefficient b sur m, dont je cherche les unités, mais je vais le multiplier par des mètres par seconde. Et donc ça me dit que, vous voyez qu'à gauche, j'ai des mètres par seconde au carré, et à droite, j'ai des mètres par seconde fois ce coefficient b sur m, qui doit donc avoir la dimension de l'inverse de seconde. Et donc, si je prends non pas b sur m, mais m sur b, la dimension, ce sera des secondes. Donc c'est un temps qui dépend de la masse de l'objet qui subit notre force de frottement. Et vous voyez que ces deux objets, ils avaient aussi une masse différente. Mais ça dépend aussi du coefficient, ça dépend du fluide, ça dépend de la forme de nos objets à travers le paramètre b. Et ce qu'on voit, c'est que si tau est petit, ça veut dire qu'on a des frottements qui sont très grands. Si le B il est grand là, donc la force de frottement elle est grande, eh bien le temps tau va devenir petit. Et si le temps tau est grand, ça veut dire qu'on a peu de frottement. Et dans le cas où tau tend vers l'infini, eh bien on devrait retrouver le cas de la balistique sans frottement. C'est quelque chose qu'on pourra vérifier. Donc, on va pour l'instant se concentrer sur cette équation et pour être même plus précis, on va intégrer celle-ci. Donc, intégrer l'équation x point point est égal à moins b sur m x point ou vx point est égal à moins b sur m vx, c'est exactement la même chose. Et on va le faire d'une manière qui n'est pas extrêmement rigoureuse, mais qui est très pratique. On va le faire par plus ou moins inspection. Et donc, cette équation, c'est une équation différentielle. Alors, les équations différentielles, il y en a toute une zoologie qui porte des noms différents. Celle-ci, on va dire qu'elle est... on peut la caractériser par le fait qu'elle est ordinaire, c'est-à-dire qu'on a une équation, on cherche une fonction qu'on appelle Vx qui ne dépend que d'une variable qui est le temps. Et donc, si on a une dépendance d'une seule variable, on va dire que c'est une équation différentielle qui est ordinaire. On donne un ordre à cette équation différentielle. L'ordre, c'est l'ordre de la plus grande dérivée qui apparaît dans notre équation différentielle. Et donc ici, on a une équation différentielle du premier ordre. Si on avait une équation différentielle qui reliait par exemple la seconde dérivée de v à v lui-même, ce serait une équation du second ordre. Et on a une équation dont on dira qu'elle est linéaire, c'est-à-dire que les termes, ils arrivent toujours tout seuls. On n'a pas de terme qui serait soit le carré de la dérivée, soit le carré de v, soit encore v multiplié par dv sur dt. Si on avait des termes comme ça qui apparaissaient dans notre équation, on ne pourrait plus dire qu'elle est linéaire, et donc on devrait trouver une manière différente de la résoudre. On va encore dire que c'est une équation différentielle qui est homogène. Pourquoi? Et là, je dis qu'il n'y a pas de terme de source. Ça veut dire qu'il n'y a pas de terme ici qui arrive. S'il y avait un autre terme, ce terme, que ce soit une constante, comme on le verra dans la prochaine heure, eh bien, on ne pourrait plus dire que l'équation différentielle est homogène, et on dirait que c'est une équation différentielle avec un terme de source. Et là aussi, la dernière chose, on a des coefficients qui sont constants. Pourquoi? Parce qu'a priori, on pourrait aussi avoir des coefficients, admettons A et B, ici, qui, à cet endroit, qui multiplient la partie gauche et droite de l'équation. On pourrait avoir des coefficients qui dépendent du temps. Et à ce moment-là, on aurait une équation différentielle qui ne serait plus à coefficient constant. Donc vous voyez qu'on commence par le début, on prend une équation différentielle qui est relativement simple, et donc
on va aussi pouvoir la résoudre de manière simple. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser une méthode qui s'applique très simplement, c'est celle de la séparation des variables. Pourquoi? Parce que si je regarde bien l'équation, eh bien, je constate que je peux arriver à la réarranger de manière à ce que tous les termes qui sont à gauche de l'équation ne dépendent que de la vitesse et les termes qui seront à droite de l'équation ne vont dépendre que du temps. Comment est-ce que je fais ça en regardant l'équation? Alors, attends, je vais d'abord effacer. Voyez que lorsque je prends l'équation, là, si je symboliquement prends le Vx et que je le mets à gauche sous la barre de fraction, que je prends le dt et que je le mets à droite à côté, au-dessus du 1 sur tau, eh bien, je suis arrivé à mettre à gauche tout ce qui est en Vx et à droite tout ce qui est en temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé nos variables. Et c'était quoi? C'est ceci qu'on va pouvoir intégrer. Alors, comme d'habitude, notre équation différentielle, il faut la munir d'une condition initiale. Et la condition initiale qu'on a ici, de manière tout à fait générale, et c'est le cas que j'ai essayé de décrire ici, c'est qu'on dit que la vitesse à un instant t0, qui peut être 0 ou n'importe quoi, ce sera une valeur qu'on appelle Vx0. Alors, on va intégrer cette équation et on va l'intégrer en trouvant ce qu'on appelle des primitives. Je ne sais pas exactement où vous en êtes au cours d'analyse, je ne sais pas exactement ce que vous connaissez de l'intégration ou ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que on va faire ici, je vais vous donner de manière intuitive, d'une manière qui n'est pas rigoureuse, ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'intégration. J'ai déjà mentionné, c'est celui qui dit que si vous connaissez une primitive de la fonction que vous cherchez à intégrer, eh bien l'intégration de votre fonction entre deux bornes reviendra simplement à évaluer la primitive aux deux bornes d'intégration. Alors, pour faire ceci, je vais prendre une fonction f qui dépend d'un paramètre s. Et dans les anciennes notes, j'avais pris comme paramètre, je l'avais appelé t. C'était un petit peu malheureux parce que finalement, ça peut être le temps, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que je l'ai appelé s. Et je dis, cette fonction, elle continue sur un certain intervalle que j'ai appelé AB. Et je vais définir une fonction que j'appelle g majuscule qui dépend d'une grandeur x. Donc la grandeur x et la grandeur s, c'est la même chose, hein, mais x, c'est simplement un point particulier qui est situé dans l'intervalle a et b, et je me dis, la grandeur que j'appelle g de x, la fonction que j'appelle g de x, c'est l'aire que j'ai dessinée ici en hachuré rouge, qui est comprise entre a et x, et qui est sous notre fonction. Donc j'écris cette aire hachurée en rouge comme l'intégrale entre le point A et le point X de la fonction f de S multipliée par le ds. Donc ça veut dire que je vais vraiment trouver la surface qui est sous la fonction. La chose, c'est que ce S, là, c'est ce qu'on appelle une variable d'intégration. J'aurais vraiment pu l'appeler n'importe comment, ce n'est pas ça qui compte, hein. Mais ce qui compte, c'est ceci. Et je me dis, ayant défini cette fonction g de x, eh bien, je vais vous montrer que la dérivée de g de x par rapport à x, ce n'est rien d'autre que notre fonction évaluée au point x. Et donc, si vous vous rappelez bien, ça revient à dire que g est une primitive de notre fonction, parce qu'on avait défini tout au début que si on a une fonction g dont la dérivée g' est égale à une fonction
petit f de x, eh bien, on dit que g, c'est la primitive de f. Et donc, pour montrer ceci de manière pas du tout rigoureuse, mais je peux parce que je suis physicien, eh bien je réécris la formule qui nous donne la dérivée d'une fonction en un point x. C'est donc la limite pour un incrément qui tend vers 0 de g évalué au point x plus h moins la fonction g évaluée au point x divisé par l'incrément. Donc vous voyez que lorsqu'on avait fait le rappel sur les dérivées, ici le h je l'avais remplacé par un delta x, mais c'est exactement la même chose. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ces deux grandeurs telles que je viens de les définir par leur forme. Et donc vous voyez que la fonction g évaluée au point x plus h, c'est donc l'intégrale entre a et puis x plus h de... Alors là, j'aurais dû mettre f de s ds, j'ai oublié. C'est pas grave, mais de toute façon, c'est une variable d'intégration, donc j'aurais pu mettre n'importe quoi. Et je dois retrancher la fonction évaluée au point x, c'est donc l'intégrale entre le point a et le point x de f de s ds. Et donc, vous voyez que l'intégrale évaluée au point x plus h, c'est l'aire qui est hachurée en rouge plus celle qui est hachurée en vert. Et je retranche l'aire qui est hachurée en rouge. Il me reste donc que l'aire qui est hachurée en vert. Et vous voyez que pour trouver cette aire, dans la limite où h est très très petit, eh bien, ça va me donner un rectangle dont la base sera égale à h et dont la hauteur sera égale à f évalué au point x. Donc vous voyez que j'aurai h fois f de x au-dessus de la barre, et je vais encore diviser par h, ce qui fait que je vais me retrouver simplement avec f de x. Donc on vient de plus ou moins démontrer ceci. Et maintenant, pour démontrer le théorème fondamental de l'intégration, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire que si je connais une primitive, que j'appelle g, n'importe quelle fonction qui est cette primitive plus une constante, eh bien, c'est aussi une primitive de la fonction petit f. Et ce que je fais, c'est que je me dis, donc voilà, si je prends cette fonction que j'appelle f majuscule, que je la définis comme le g que je viens de définir, la primitive de f plus une constante, eh bien, j'aurai bien que la dérivée de f par rapport à x, ce sera la dérivée de g plus la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Et donc, j'aurai aussi que f' de x est égal à f minuscule de x. Et ce que je fais maintenant, c'est que je prends comme point de référence le point A. Je me dis, je vais calculer la valeur de f majuscule au point A. Je remplace donc x par A. J'aurai f majuscule de A est égal à g de A plus c. Mais si je regarde bien le g, l'aire qui est sous la courbe entre le point A et le point A, c'est égal à 0. Et donc, je peux dire que ma constante que j'ai déterminée, eh bien, elle est égale à simplement la primitive évaluée au point A. Et donc, je peux maintenant, sans autre, faire la différence entre ceci et ceci. Je vais avoir f de x moins f de a qui est égal à... Je vais trouver donc g de x plus c moins c, ça va me donner simplement g de x, la primitive qu'on vient de définir, et ce sera donc l'intégrale entre le point A et le point x par la définition donc de g de ma fonction. Et si maintenant je prends comme point x la seconde borne d'intégration, donc si je veux calculer l'aire entière qui est sous ma courbe, eh bien, vous voyez que j'ai qu'à remplacer ici x par a, et je vais trouver j'ai qu'à remplacer x par b,
et je vais trouver f de b moins f de a est égal à l'intégrale de a à b de f de s ds. Et donc, voyez que si on connaît la primitive d'une fonction qu'on cherche à intégrer, eh bien, cette intégrale, elle est extrêmement facile à évaluer parce qu'il nous suffit de prendre la primitive, f, de l'évaluer à notre borne supérieure d'intégration b et de retrancher la valeur qu'on évalue à la borne inférieure d'intégration a. Donc, finalement, un calcul qui pourrait être a priori assez compliqué, c'est simplement la somme de deux grandeurs. Ça, c'est dans le cas où on a trouvé une primitive. Voilà, il me reste 5 minutes. J'ai juste le temps de vous montrer ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre notre équation dont on avait séparé les variables. Je vous rappelle qu'à gauche, on avait dvx sur vx, et à droite, on avait moins dt sur tau. Et on va intégrer des deux côtés. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que lorsque on intègre sur la vitesse, on va devoir intégrer entre deux moments, entre deux situations. Et la situation, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vitesse lorsqu'on regarde ce qui se passe à nos bornes d'intégration? Eh bien, la vitesse, on va devoir l'intégrer entre la valeur qu'elle prend à l'instant t égale t0 et la valeur qu'elle prend à l'instant t. Et puis, pour le temps, on va aussi regarder comment le temps évolue entre t0 et t, qui seront nos deux bornes d'intégration, puisque finalement, on veut trouver Vx en fonction de t. Et vous voyez ici que j'ai mis des primes pour souligner encore, ce n'est pas des dérivés, là, c'est vraiment des variables d'intégration. Ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche, c'est ceci. Et les primes qu'on a, elles soulignent le fait que c'est vraiment une variable qui varie entre Vx, entre at égale t0 et Vx à l'instant t. Alors, pour intégrer ce qui est à gauche, eh bien, je vais vous rappeler une chose. On avait vu, enfin, on ne l'a peut-être pas vu directement ensemble, mais je vous dis que la dérivée par rapport à x, du logarithme de x, c'est 1 sur x. Et donc, je peux calculer la dérivée d'une fonction composée qui serait le logarithme de Vx en fonction du temps. Si je prends la fonction qui est, si je veux dériver par rapport au temps le logarithme de Vx en fonction du temps, je vais devoir d'abord dériver le logarithme, ça va me donner 1 sur Vx, et après je vais devoir dériver Vx par rapport au temps, je vais donc obtenir dVx sur dt. Et donc vous voyez que si je supprime les dt, je peux écrire que dln de Vx de t, à gauche, c'est égal à dVx sur Vx, ce qui est exactement ce que je retrouve ici. Et donc je pourrais écrire ceci comme l'intégrale entre Vx à l'instant t égale t0 et Vx à l'instant t de dln de Vx. Et la primitive de dln de Vx, ce sera juste ln de Vx. Et finalement, je vais devoir évaluer. Donc, on a trouvé notre primitive et on va devoir évaluer le logarithme de Vx entre nos deux bornes d'intégration qui sont Vx à l'instant t égale t0 et Vx à l'instant t. Alors on n'a juste pas fini, c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce qu'on intègre, alors j'en ai pour 1 minute. Donc vous voyez qu'à gauche on aura notre primitive évaluée entre Vx de t et Vx de t égale à 0. Et ça va nous donner le logarithme de Vx sur Vx0
À droite de l'intégration, j'aurai simplement dt', et ce sera extrêmement simple parce que ce 1 sur tau, je peux le sortir, et je vais simplement obtenir en intégrant t moins t0 sur tau. Je continuerai mardi prochain.